Pourquoi ce qu'on désire perd-il sa force dès qu'on l'obtient? C'est une question un peu étrange, mais au fond, on connaît tous la scène. Vous attendez quelque chose, un message, une réponse, une somme d'argent, un achat, une relation, un changement dans votre vie. Pendant des jours, parfois pendant des années, cette chose occupe une place énorme. Et puis elle arrive. Pendant quelques instants, tout descend. Le corps se relâche, la tête s'apaise. Vous vous dites « Voilà, c'était donc ça que j'attendais ». Mais très vite, quelque chose se produit. La chose est toujours là. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas perdu objectivement sa valeur. Et pourtant, intérieurement, elle commence déjà à devenir normale. C'est là que le problème commence. Je sais qu'on pourrait croire que c'est juste comme ça, que le désir est intense avant, puis moins intense après, que c'est normal, que c'est humain, qu'il n'y a rien de plus à comprendre. Restez avec moi une minute, parce que ce petit mécanisme qu'on traite comme une évidence a peut-être dirigé une grande partie de votre vie sans jamais être interrogé. Essayez de faire la liste mentalement de tous les quand que vous vous êtes dit ces 10 dernières années. Quand j'aurai fini cette formation, quand j'aurai trouvé ce travail, quand j'aurai quitté cette ville, quand j'aurai rencontré quelqu'un, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai assez d'argent, quand mes enfants seront grands, quand mon corps ira mieux, quand cette personne me comprendra. Quand? Vous en avez traversé combien? La plupart probablement. Et la paix que vous attendiez au bout, elle est restée combien de temps? Prenez une seconde, vraiment, pas la réponse théorique, la vraie. Quelques semaines? Quelques jours? Quelques heures? Bon, c'est là que ça devient, disons, spécial. Parce que si la paix que vous obteniez à chaque fois ne tenait que quelques jours, ça veut dire qu'on met parfois des années d'efforts dans des choses qui nous calment moins longtemps qu'une nuit de sommeil. Des années pour obtenir. Quelques jours pour s'habituer. Et presque aussitôt, un nouveau manque qui reprend la parole. Mais attention, la question n'est pas que vous avez de la malchance avec vos camps. La question est plus profonde. Et si ce que vous poursuivez n'avait jamais eu le pouvoir de vous donner ce que vous lui demandez? Je sais. Cette phrase est dure à entendre. On a tous besoin de choses concrètes. De l'argent, de liens, de santé, d'un peu de reconnaissance. Personne ne va vous dire ici que tout ça ne compte pas. Mais regardez. Vous avez peut-être passé 20 ou 30 ans à demander la paix à des choses qui n'ont jamais été faites pour la donner. Et chaque fois que vous traversiez une porte que vous attendiez depuis longtemps, ce n'était pas la pièce promise qui était derrière. C'était un autre couloir. Plus propre, peut-être. Plus lumineux, parfois. Plus confortable, même. Mais encore un couloir. Avec une autre porte au fond. C'est ça qu'on va suivre. On va tester cette phrase plusieurs fois sous plusieurs angles. Chaque fois, on va prendre un de ces camps que vous portez en vous et regarder ce qu'il vous coûte vraiment. On va voir comment la paix qu'on s'achète passe de toute la vie à quelques heures sous vos yeux, et puis à zéro. Avant d'entrer dedans, je vous préviens, certaines idées vont peut-être mettre mal à l'aise. Pas parce qu'elles seraient fausses, plutôt parce qu'on les reconnaît trop vite. Il y a 2300 ans, un homme presque oublié a regardé ce mécanisme en face. Il a poussé une réponse si tranchante que même d'autres stoïciens ont reculé devant elle. On va le rencontrer plus tard, quand on en aura besoin. On commence par la plus simple. Vous croyez avoir voulu des choses. C'est peut-être pas du tout ça que vous avez voulu. Donc on croit vouloir des choses. Ça pourrait donc être une promotion, un mètre carré en plus, une voiture, un compliment, une situation qui se règle.
Vous avez sûrement une liste mentale, en ce moment même, des choses que vous voulez. Si je vous demandais d'en nommer 3, vous n'auriez pas besoin de réfléchir longtemps. Prenons une seule de ces choses, de très près, une qui est petite, une où l'enjeu n'est pas énorme. Comme ça, on n'a pas le réflexe de se défendre. Vous attendez un message. Depuis ce matin. Quelqu'un devait vous répondre. Vous savez que la réponse va arriver. Vous savez qu'elle va probablement être correcte. Vous attendez quand même. Et pendant cette attente, votre poitrine est légèrement serrée. Pas beaucoup, juste un cran. Un cran que vous avez l'habitude de porter, alors vous ne le remarquez même plus. Vous vérifiez votre téléphone, toutes les 8 minutes, parfois 5. Vous le posez en vous disant « je regarde plus ». Et 3 minutes plus tard, vous regardez. Vous savez très bien ce que vous faites, mais vous le faites quand même. Le message arrive, vous le lisez, vous expirez. Regardez ce qui se passe dans votre corps. Vos épaules redescendent d'un demi-centimètre. Quelque chose se relâche dans le ventre. Une tension qui était là depuis le matin sans vous demander la permission vient de céder sa place. 3 minutes plus tard, vous attendez déjà autre chose. C'est là que le problème commence. Parce que ce que vous attendiez ce matin, ce n'était pas le message. Ce n'était même pas l'information qu'il contenait. Vous le saviez déjà à peu près ce qu'il y aurait dedans. Vous attendiez quelque chose de beaucoup plus précis. Vous attendiez que ce message vous donne enfin le droit d'arrêter d'avoir peur. Peur de la mauvaise réponse, peur de l'oubli, peur de ne pas valoir l'attention qu'on espérait, peur que quelque chose vous ait échappé sans que vous compreniez quoi. Le message n'était pas une chose, c'était une autorisation, une permission de respirer pendant 3 minutes. Et c'est ça qui devrait nous arrêter. Parce qu'un message de quelques mots peut parfois décider de la température de tout votre corps. Et ça, c'est pas anecdotique. Mais si on prend cette idée et qu'on la promène sur le reste de votre vie, sur les vrais désirs, sur les gros, sur ceux que vous portez depuis des années, on découvre quelque chose de complètement différent de ce qu'on croyait. Vous n'avez peut-être jamais vraiment poursuivi des objets dans votre vie. Vous avez poursuivi des permissions à arrêter de craindre quelque chose. La promotion, ce n'était pas seulement la promotion. C'était peut-être la permission d'arrêter enfin de se demander si vous étiez à la hauteur. La maison, ce n'était pas seulement la maison. C'était peut-être la permission d'arrêter d'avoir peur de flotter dans votre propre vie. Le compliment du parent, ce n'était pas seulement le compliment. C'était peut-être la permission d'arrêter d'attendre une preuve d'amour qui aurait dû venir depuis longtemps. Et chaque fois qu'une de ces permissions arrivait enfin, votre poitrine se relâchait. 3 minutes, parfois 3 jours. Et puis une autre porte de peur s'ouvrait à côté, et il fallait courir vers une nouvelle permission, pour une nouvelle peur, que vous ne saviez même pas que vous portiez. Vous sentez la mécanique ? Tout ce couloir intérieur que vous avez traversé est une suite de portes qui ne s'ouvrent pas sur des choses. Elles s'ouvrent sur des permissions de respirer. Et chaque permission a une durée de validité ridicule parce qu'elle ne s'adresse qu'à la peur du moment et qu'elle laisse intact tout le système de peur qui fabrique les suivantes. Et là, j'aimerais que vous preniez une seconde pour mesurer ce que ça veut dire. Si beaucoup de ce que vous avez désiré dans votre vie était en réalité une demande de permission, alors vous avez confié à des objets, à des gens, à des situations, le droit d'être tranquille à l'intérieur de vous-même. Vous avez confié ce droit à des choses qui ne savaient pas qu'elles l'avaient. Et la plupart de ces choses vous l'ont rendu, ce droit, pendant un instant, avant de vous le retirer aussi vite, sans intention, parce qu'elles n'avaient jamais signé pour ce contrat. Voilà la première fissure. La paix qu'on attend du premier camp tient à peu près combien ? Si on est honnête, si on prend les vrais cas,
pas les histoires qu'on se raconte, on est déjà très loin de toute la vie. On est sur quelques semaines, parfois quelques jours, parfois 3 minutes, comme le message du matin. La question suivante arrive presque toute seule, parce que si la paix qu'on obtient à chaque obtention ne tient que quelques jours, qu'est-ce que c'était vraiment ce que vous appeliez paix? Est-ce qu'on a vraiment appelé paix la bonne chose? Donc on a vu que beaucoup de ce qu'on poursuit n'est pas l'objet lui-même, c'est la fin d'une peur, et que cette fin-là dure quelques jours, quelques heures, parfois 3 minutes. Peut-être que vous vous dites en m'écoutant, « D'accord, ces petites choses, c'est éphémère, mais moi j'ai vécu de vrais moments de paix. Je sais ce que c'est. » Vraiment? Regardons ça sans aller trop vite. Pensez à un moment dans votre vie où vous vous êtes dit là, « Ah là, je suis bien, je suis en paix. » Pas un grand moment cosmique, un moment ordinaire. Un de ces moments précis où quelque chose de difficile vient enfin de se régler. Une signature qui tombe, un examen qu'on vient de passer, un dossier compliqué qui se ferme, une conversation tendue qui se termine bien, une nouvelle qu'on attendait et qui est bonne. Vous fermez les yeux 3 secondes. Vous vous dites, voilà, je peux respirer. Et vous appelez ça la paix. Maintenant, faites un effort de mémoire. Cette paix, elle a duré combien? 36 heures plus tard, où était-elle? Peut-être déjà partie sans que vous sachiez exactement quand. Peut-être remplacée par une nouvelle préoccupation que vous n'aviez pas vue venir. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on est tellement habitué à appeler ce moment-là la paix qu'on ne le regarde jamais vraiment. On le vit, on l'étiquette, on passe à la suite. Mais regardez, cette sensation juste après que la chose se soit réglée, ce n'était pas de la paix, c'était du soulagement. Ce n'est pas juste une question de mots, la différence est énorme. Le soulagement, c'est l'arrêt d'une tension. C'est négatif. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui s'en va. Ça ne vous apporte rien, ça vous enlève quelque chose. Et c'est exactement pour ça que ça ne dure pas. Parce qu'à la seconde où la prochaine tension arrive, le soulagement de tout à l'heure n'a plus aucun pouvoir. Il ne s'adressait qu'à la précédente. Pour comprendre cette nuance, prenons une image très simple. Elle paraît presque trop simple, mais elle révèle beaucoup. Imaginez, il est 3 heures du matin. Une alarme se déclenche dans votre maison. Pas une alarme grave, juste un bip, un bruit qui ne devrait pas être là. Vous vous levez, vous trouvez l'appareil qui sonne, vous appuyez sur le bouton, le bruit s'arrête. Et là, dans la seconde qui suit, qu'est-ce qui se passe? Le silence revient. Et comme le bruit s'arrête d'un coup, ce silence paraît immense, profond, presque solennel même. Mais ce n'est pas la maison qui est devenue paisible. C'est seulement le bruit qui vient de perdre la parole. Vous restez debout dans la cuisine, vous écoutez la maison et vous vous dites « quel calme ». Sauf que ce calme, ce n'est pas le calme d'une maison qui va bien, c'est le calme d'une alarme qui vient de se taire. Vous n'avez rien réparé. Vous avez juste coupé le bruit. La cause de l'alarme, elle, est encore là, intacte, dans le mur. Et dans 1 heure, dans une nuit, dans une semaine, l'alarme va sonner à nouveau. Et le silence d'après n'aura aucun effet protecteur, parce qu'il ne s'adressait qu'à la sonnerie d'avant. Maintenant, transposez. Tous les moments que vous avez classés moments de paix dans votre vie, regardez-les un par un. La signature qui tombe, la conversation qui se termine, le résultat qui arrive, le problème qui se règle. Combien étaient vraiment des moments de calme qui n'avaient pas besoin qu'un problème se ferme pour exister? Et combien étaient des moments où une alarme qui sonnait depuis des semaines venait enfin de s'arrêter? C'est là que ça devient gênant. Parce que si on est honnête, beaucoup de ce qu'on a appelé paix dans notre vie, c'était ça. Le silence qui suit l'arrêt d'une alarme. Une paix négative. Une paix qui n'apportait rien encore. Elle retirait seulement un poids. Et parfois,
Toute l'erreur est là. Prendre l'absence momentanée du trouble pour la présence réelle de la paix. Je ne dis pas que ces moments-là n'avaient aucune valeur. Le soulagement, c'est précieux, c'est même nécessaire. Quand une tension dure depuis des semaines et qu'elle s'arrête enfin, votre corps a besoin de ce relâchement. Personne ne va vous dire ici que ça ne vaut rien. Mais il y a une différence absolue entre avoir besoin d'un soulagement et avoir confondu le soulagement avec la paix. Parce que tant que vous appelez paix la fin d'une tension, vous finirez par ne reconnaître le calme que lorsqu'il arrive après une tension. Vous serez dépendant des alarmes qui sonnent et qui se taisent. Votre paix ne pourra exister que par contraste avec un trouble. Et là, on touche quelque chose de plus dérangeant. Si beaucoup de ce que vous appelez paix dans votre vie est en réalité du soulagement, alors un calme qui n'a pas besoin qu'un problème se ferme pour exister, vous ne l'avez peut-être pas souvent rencontré. Pas parce qu'il n'existe pas, parce que vous l'avez toujours regardé par le mauvais bout. Vous l'avez cherché juste après une obtention. Et il n'est peut-être pas là du tout. Le chiffre baisse encore. On n'est déjà plus dans une paix qui devait durer toute la vie. On est dans un calme qui dépend d'une sonnerie qui s'arrête. Alors là, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice. Identifiez à cet instant précis 3 choses dans votre vie qui vous semblaient inatteignables il y a 2 ou 3 ans et que vous traversez aujourd'hui sans les voir. Pas des choses anciennes, des choses récentes. Vous allez probablement en trouver. La question se pose vraiment. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que des choses qu'on a tant voulues finissent par devenir invisibles? Est-ce qu'on est ingrat? Est-ce qu'on est défaillant? Est-ce qu'on a un cerveau cassé qui n'arrive pas à apprécier ce qu'on a? Non. Et c'est important de le dire clairement, parce que beaucoup de gens se font la morale avec ça. Ils se disent qu'ils devraient mieux savourer, mieux apprécier, être plus reconnaissants. Votre esprit ne vous sabote pas, il s'adapte. Et c'est justement ça le point. L'adaptation, c'est même sa fonction principale. Sans cette adaptation, vous ne pourriez pas vivre. Vous ne pourriez pas oublier le contact de vos vêtements sur votre peau 15 secondes après les avoir mis. Vous ne pourriez pas filtrer le bruit du frigo dans la cuisine. Vous ne pourriez pas conduire en ayant arrêté de réfléchir consciemment à chaque geste. Votre esprit pousse en arrière-plan tout ce qui dure, parce que c'est comme ça qu'il libère de la place pour repérer ce qui change. C'est un mécanisme de survie. Il a probablement sauvé la vie de vos ancêtres d'innombrables fois. Sauf que ce mécanisme, neutre et même très utile, ne fait pas la différence entre une menace qui dure et une bénédiction qui dure. Il repousse l'une comme l'autre en arrière-plan. Prenons une image très simple. Vous savez que j'aime expliquer avec des images. Imaginez une pièce parfumée. Vous entrez, l'odeur est là, immédiate, forte, presque trop. Vous vous dites « quelle odeur agréable » ou « quelle odeur écœurante », peu importe. Vous la sentez intensément. 3 minutes plus tard, vous ne la sentez presque plus. 5 minutes plus tard, vous ne la sentez plus du tout. La pièce est restée la même. Le parfum est toujours là. Mais votre nez a fait son travail. Il a poussé l'information en arrière-plan parce qu'elle ne change plus. Regardez ce qui se passe. Si quelqu'un d'autre entre dans la pièce et dit « Oh, ça sent bon ici », vous ressentez l'odeur, brièvement. Pas parce qu'elle est revenue, parce que le commentaire de l'autre vous a remis le contraste sous les yeux. Encore une fois, beaucoup de choses qu'on obtient, donc, suivent ce mécanisme. La voiture, l'appartement, le travail, la relation, le statut. Au début, ça sent fort, c'est au premier plan. Ça a une couleur, une intensité, une présence. Et puis, votre esprit s'adapte. Il ne supprime pas la chose.
D'une certaine manière, il fait pire, il la rend normale. Et beaucoup de nos rêves ne meurent pas parce qu'on les perd. Ils meurent parce qu'ils deviennent normaux. Simplement parce que votre esprit n'a pas été conçu pour garder au premier plan ce qui ne change pas. C'est là que ça devient un peu cruel. Je sais que cette idée est dure, mais regardez la conséquence. Ce que vous recevez quand vous obtenez une chose, ce n'est pas seulement la chose. C'est une courte période pendant laquelle votre esprit accepte encore de la voir. Une sorte de grâce attentionnelle. Puis le décor avale la chose comme il avalera la prochaine. Le chiffre baisse encore. On était déjà passé d'une paix qui devait durer toute la vie à un calme qui ne tient que quelques semaines. On découvre maintenant que même cette paix-là, même cette chose qu'on a tant voulu, est presque destinée à disparaître de votre attention en quelques jours. Pas dans les faits, dans la perception. Et c'est la perception qui fait la paix, pas les faits. Ce qui pose la question suivante, et c'est peut-être la question la plus dérangeante de tout ce qu'on est en train de regarder, si chaque chose obtenue s'efface en quelques jours, alors qu'est-ce qui prend la place? Pas la paix, pas le calme, pas le contentement. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui était déjà là, en attente, et qui n'attendait que la chose précédente s'efface pour avancer d'un cran. C'est ça qu'on va regarder maintenant. Et c'est probablement le cœur de toute cette enquête. Donc on en est là. Une chose qu'on a tant voulu, on l'obtient, elle tient quelques semaines en avant-plan, puis votre esprit la pousse en décor. Et à la place de la chose obtenue, quelque chose d'autre apparaît. Quelque chose qui était déjà prêt. Ici, quelque chose de vraiment important apparaît. Parce que c'est là que vous allez voir, non plus une série de désirs malchanceux, mais quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui a la forme d'un mécanisme. Reprenez cette liste, mais cette fois sans rester à la surface. C'est un peu inconfortable, mais allez-y vraiment. Tous les quand que vous vous êtes dit ces 10 dernières années. Pas de manière vague, vraiment, un par un. Devant cette liste, presque tout le monde fait la même chose. On se dit, bon, d'accord, courir vers le prochain quand, c'est sans fin. Mais ce que je tiens déjà dans la main, ce que j'ai obtenu, ce qui compte vraiment dans ma vie, ça au moins c'est solide. Je peux m'y appuyer. Sauf que tenir, ce n'est pas être tranquille. C'est parfois exactement le contraire. Une chose à laquelle vous tenez vraiment, pas un objet, quelqu'un peut-être, un travail, une santé. Laissez juste passer l'idée de la perdre, une seconde. Vous avez senti la contraction. Mes amis, tenir à une chose, c'est porter en soi la possibilité de sa perte. Et cette possibilité travaille en silence bien avant que la perte arrive. Plus la chose est précieuse, plus le bruit est lourd. Le calme que vous croyez avoir parce que vous possédez n'est jamais entier. Il est toujours doublé d'une vigilance basse, sourde, qui surveille la perte possible. Avoir, ce n'est pas seulement être plus protégé, c'est aussi avoir plus de choses à perdre. Ce qu'on appelait paix dans le fait de tenir, c'était autre chose. C'était peut-être seulement le fait que, pour l'instant, rien ne nous avait été repris. Et il y a un autre réflexe, encore plus discret. On confie sa paix à des choses qui n'existent même pas encore. Le mail qui doit revenir, le geste du proche qu'on espère, la météo du week-end. À chaque fois, sans rien signer, vous transférez la propriété de votre humeur à un événement à venir. Plus vous demandez au monde de vous apaiser, plus vous lui donnez le droit de vous troubler. C'est le même geste. On ne peut pas accepter le pouvoir d'une chose en sens positif sans accepter son pouvoir en sens négatif. Le boulanger ne sait pas qu'il règle votre humeur quand il vous parle un peu sec.
Le voisin ne sait pas qu'il a votre thermostat quand il claque la porte. Personne ne sait. Tout le monde tourne le bouton sans intention. Reste une dernière chose, plus précieuse que tout le reste, dans le secret de la plupart des gens. Le regard d'un autre qui nous voit. Quand un compliment vrai arrive, ça ne ressemble à rien d'autre. Il y a une chaleur basse dans la poitrine, un jour, deux, l'impression d'être vu, vraiment, pour une fois. Et puis la sensation se dissout. Vous ne redevenez pas neutre, vous recommencez à attendre. Pas le même compliment, le suivant. La reconnaissance ne remplit pas le besoin de reconnaissance, elle l'entraîne. Plus vous en recevez, plus le seuil monte. Plus le seuil monte, plus vous devez en recevoir pour ressentir la même chose qu'avant. Le feu de papier fonctionne pareil. Vous mettez une feuille, ça monte vite, beau, intense. 30 secondes plus tard, c'est éteint. Vous mettez tout le journal d'un coup, le feu monte vraiment haut, mais il retombe presque aussi vite que les fois d'avant. Le feu ne s'éteint pas parce qu'il a faim, il s'éteint parce qu'il consomme. Les gens les plus reconnus, les plus applaudis, les plus regardés sont souvent les plus affamés. Pas parce qu'ils ont reçu trop peu, parce que recevoir beaucoup a entraîné la faim plutôt que de l'éteindre. Et il y a une conclusion qui guette. Si rien de tout ça ne tient, alors peut-être que plus rien n'a de valeur. C'est l'endroit le plus dangereux, parce qu'à ce moment-là, on peut confondre une libération avec un effondrement. Alors on s'arrête, vraiment. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est déjà quelque chose, parce qu'à cet endroit du chemin, beaucoup décrochent. C'est l'endroit où on coupe la vidéo, où on ouvre une autre application, où on se dit « non, c'est trop, je ne veux pas regarder ça maintenant ». Le réflexe est normal. Personne n'aime sentir le sol se dérober. Vous êtes resté. Et ça ne veut pas dire que vous êtes plus fort que les autres. Ça veut dire que quelque chose en vous reconnaissait depuis longtemps ce que je suis en train de poser avec des mots. Vous le sentiez sans le formuler. Ces moments où vous obteniez la chose attendue et où, 3 jours après, vous étiez déjà ailleurs. Ces moments où vous teniez quelque chose de précieux et où une vigilance basse vous empêchait d'en jouir vraiment. Ces moments où un compliment vous touchait et où le suivant tardait à venir et où vous vous en vouliez d'attendre le suivant. Vous saviez, pas avec la tête, avec autre chose. Et la plupart des gens autour de vous ne le sauront jamais. Ils continueront pendant 30 ou 40 ans à appeler ça « avancer ». Beaucoup partiront en pensant qu'ils n'ont juste pas eu assez de chance, qu'il aurait fallu un peu plus de temps, un peu plus d'argent, un peu plus de tout. Vous, à cette seconde, vous voyez la mécanique. Ça ne ressemble pas à une victoire, je sais. Une victoire, on l'imagine chaude, lumineuse. Là, c'est plutôt une sensation de vide, de sol qui se dérobe. Mais ce sol-là était faux. Il vous semblait solide parce qu'il était décoré. Pour la première fois, vous touchez le vrai. Et le vrai paraît toujours plus dur que le faux pendant les premières secondes. Il faut un peu de temps pour s'apercevoir que c'est précieux, justement parce que c'est vrai. Vous écoutez quelqu'un démonter, une à une, des promesses sur lesquelles vous avez peut-être organisé une partie de votre vie. Et vous êtes encore là. Quelque chose en vous tient. Quelque chose en vous suit. Cette chose qui tient n'est pas faite des choses qu'on vient de démonter. Sinon, elle serait tombée avec elle. Et c'est précisément cette chose-là qu'un homme, il y a très longtemps, a essayé de nommer. Il s'appelait Ariston de Chios, disciple direct du fondateur du stoïcisme. Sa pensée tient en une phrase. Ce qui vous arrive peut compter. Mais presque rien de ce qui vous arrive ne mérite de gouverner ce que vous êtes à l'intérieur. Pas la santé, pas l'argent, ni le statut ou la reconnaissance. Ces choses ne doivent pas devenir le tribunal ultime de votre âme.
Elles peuvent être des biens, des douleurs, des circonstances, mais elles ne devraient pas devenir les juges qui décident si vous avez le droit de rester digne, calme, présent. Vous êtes, sans le savoir, le directeur d'un petit théâtre intérieur. Au centre, il y a une scène. Sur cette scène, à chaque instant, quelque chose monte et parle, et ce qui parle là gouverne provisoirement qui vous êtes. Regardez qui vous avez laissé monter sur cette scène ces dernières années. Le voisin un peu bruyant, le mail mal écrit, le commentaire reçu en passant, le ton sec d'une personne qui était fatiguée. Tout ça est monté sur la scène centrale et a parlé fort. Vous savez, Ariston ne dit pas que ses visiteurs n'ont pas le droit d'exister. Il dit simplement que la plupart d'entre eux n'avaient jamais eu de billet pour cette scène-là. Ils pouvaient passer devant le théâtre, ils pouvaient faire du bruit dehors, mais vous les avez installés au centre, sous la lumière, avec le micro dans les mains. La scène est à vous, vous êtes directeur. Vous aviez seulement oublié que vous pouviez choisir qui parle au centre et qui reste dehors. Si ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur, alors qu'est-ce que toutes ces années de poursuite sont en train de fabriquer en silence? Comparez-vous, juste un instant, à qui vous étiez il y a 5 ans. Pas avec ce que vous avez obtenu, avec vous-même. Avec la personne qui se levait le matin, qui écoutait, qui était dans son corps. Il y a dans votre liste de contacts des gens que vous aimiez et que vous n'avez plus rappelés depuis si longtemps que rappeler maintenant serait gênant. Vous n'avez peut-être jamais décidé de les perdre. Vous avez seulement remis à plus tard, puis encore à plus tard. Et un jour, plus tard est devenu trop tard. Une route fait 2 choses en même temps. Elle vous mène quelque part, c'est sa fonction visible. Mais en même temps, elle vous transforme pendant que vous marchez dessus. Quand vous arrivez au bout d'une route que vous avez prise pendant des années, vous n'êtes plus la personne qui était partie. C'est ça le vrai coup. Pas ce que la route vous a demandé, ce qu'elle vous a enlevé pendant que vous pensiez avancer. Alors, où est la paix ? Probablement dans des moments banals que personne ne raconte au dîner. Une lumière sur un mur en fin d'après-midi, le bruit de la pluie, un café tenu un dimanche matin sans avoir prévu quoi faire ensuite, le silence d'une chambre où quelqu'un vient de s'endormir. Vous avez vécu ce genre de moment des dizaines de fois, et vous ne l'avez peut-être jamais relié au mot « paix ». Parce que vous aviez appris à appeler paix autre chose. La fin d'une attente, la signature qui tombe, le résultat qui arrive. Pendant tout ce temps, sans le savoir, vous traversiez peut-être la vraie paix dans ces moments où vous n'aviez rien à attendre. Et vous ne lui donniez pas son nom. La paix n'est pas une récompense, ce n'est pas une chose qu'on obtient au bout d'un couloir. Elle vit dans la suspension du futur. Elle apparaît à la seconde où vous arrêtez de la mettre devant. Vous êtes dans le couloir, vous voyez la prochaine porte au fond, vous savez ce qu'il y a derrière, encore un couloir, avec encore une porte au fond, et pour la première fois, vous faites autre chose. Vous ne vous écroulez pas. Vous n'abandonnez pas. Vous cessez de courir vers la porte suivante. Vous regardez enfin le couloir où vous êtes. Le couloir n'a pas changé. Les murs sont les mêmes. Ce qui a changé, c'est votre rapport à ce lieu. Vous ne le traversez plus en courant. Vous l'habitez. Vous êtes en train de respirer ici. Vous n'aviez peut-être pas respiré ici depuis très longtemps. Au moment même où vous m'écoutez, dans la rue d'à côté, dans le métro, des millions de gens font la même chose. Ils ouvrent une porte, ils voient une autre porte au fond, et ils accélèrent. Certains appellent ça ambition, d'autres responsabilité, d'autres survivre. Mais derrière les mots, c'est la même fatigue. Attendre d'être enfin autorisé à respirer.
La course après la paix isole. La fin de la course fait l'inverse. Elle ouvre. C'est peut-être ça la sagesse. Ne pas gagner enfin la paix, mais reconnaître l'endroit précis où l'on avait commencé à la perdre.